Les amis, petit concours, à la fin du mois, je vais offrir à un abonné tiré au hasard le maillot de son choix. Pour participer, rien de plus simple, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Waouh, waouh, waouh. Pop, 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 pop. Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il est minuit 30, minuit 31, et il vient de se passer une sacrée folie. Cette compétition est décidément absolument déjantée. La Côte d'Ivoire, le pire des troisièmes qualifiés pour ses huitièmes de finalistes, vient de faire tomber le Sénégal, champion d'Afrique en titre, qui avait réalisé le perfect en phase de groupe, la seule équipe du tournoi à l'avoir fait, le 9 sur 9. Ces Ivoiriens, ces éléphants, au bout d'une séance de tir au but conclue par l'entrant magique Franck Kessié, qui a totalement transformé ce match, les Ivoiriens font tomber les Sénégalais. La douleur de Lamine Camara, elle me fait de la peine. Franchement, ce Sénégal, je ne sais pas s'il méritait mieux sur ce match, parce que sur ce match, je trouve qu'il a vraiment mal été négocié, mal géré. On va faire l'analyse tactique, on va débriefer tout ce qui est possible de débriefer. Mais bon, d'abord, l'émotion et la compassion quand même pour ce qui a été une équipe vraiment kiffante sur les 3 premières journées. Et après, c'est le foot à élimination directe, c'est le foot de grand tournoi, et c'est cette CAN qui est absolument délirante. La Côte d'Ivoire, après avoir renvoyé son sélectionneur, cette Côte d'Ivoire, et je veux dire, il y a quelques jours, c'était ça la Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, c'était ça la Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire donc se qualifie pour les quarts de finale de sa CAN. A obtenu la rédemption totale auprès de son public, auprès de ses supporters, et crée une page assez spéciale de son histoire. Les Sénégalais, donc, je crois qu'on a la stat ici, sont la 7e équipe consécutive à avoir remporté la Coupe d'Afrique, à ne pas atteindre le stade des quarts de finale sur l'édition suivante. Il y a des choses qui relèvent plus de l'irrationnel que du logique. Ce succès, ce triomphe de la Côte d'Ivoire contre le Sénégal au tir au but, il revêt pourtant une certaine dimension logique, parce que ce que j'ai vraiment trouvé spécial dans cette partie, c'est que les éléphants ont été laissés en vie par le Sénégal. Il y avait beaucoup mieux à faire dans ce match, je crois. On va essayer de tout débriefer. Les gars, je suis encore un petit peu sous le choc. Et ouais, c'était vraiment un sacré moment. J'espère que vous avez kiffé le match. Initialement, niveau jeu et tout, c'était pas extraordinaire, mais la pure tension du moment, le déroulement, la fin, la dernière demi-heure du temps réglementaire, après séance de tir au but et tout, c'était un sacré moment. À vivre tard dans la nuit, là, pour ceux qui sont là dès le départ, dès la sortie de la vidéo. Coucou à vous. Vous êtes bien fidèles. Le Sénégal démarrait ce match sans Pape Gueye. Donc ça, c'était un gros truc déjà. Pas de Pape Gueye et donc pas de cet entrejeu que j'avais trouvé tellement dominateur, le triangle Lamine Camara, Pape Matar Sarr, Pape Gueye. C'était déjà, ça pouvait présager déjà quelque chose d'un petit peu différent. C'était un système à 3 avec Abdou Diallo entre Niakhaté et Kalidou Koulibaly. 2 milieux de terrain seulement, et ensuite du 3-2-5 en possession ou du 3-4-3 en fonction du positionnement des pistons, Ismail Jacobs et Crépin Diatta, aile droite, aile gauche. Mais ça, c'était donc l'approche sénégalaise. Côté ivoirien, il y avait beaucoup de changements. Déjà, on avait Odilon Kosunu qui jouait son premier match titularisé en défense centrale, par exemple, à la place de Willy Bolly. On avait Serge Aurier à la place de Singo. Le milieu de terrain, il y avait eu un changement aussi absolument majeur. C'est la sortie du 11 titulaire de Franck Kessié. Et son remplaçant, Jean-Michel Seri, a été excellent. Et l'entrée de Kessié est parfaite. Donc pour Emers Faé, le coach intérimaire, ce match, c'est un grand succès pour le premier match de sa vie, de sa carrière qu'il coachait en tant qu'entraîneur principal pour une équipe A. Il n'y a que des dingueries dans ce match, il n'y a que des folies. Et ça démarre de manière assez folle aussi, parce qu'au bout de 3 minutes de jeu, le Sénégal ouvre le score sur cette touche jouée rapidement. Ça rappelle un petit peu celle de la RDC contre le Congo hier. Serge Aurier, qui est très concentré sur la consigne qu'il donne à son partenaire d'aller couvrir le centre potentiel d'Ismail Jacobs en retrait, le gars qui a fait la touche et qui est désormais libre, oublie de prendre en compte visuellement Sadio Mané, qui a beaucoup de ressources et qui est extrêmement malin, qui va aller chercher ce petit angle et cette petite poche d'espace pour aller adresser un centre au cordeau, long de ligne de 6 mètres, longue ligne de but, pardon. Réception en pleine surface, contrôle orienté d'Habib Diallo, il est excellent. Et
Ici, Jean-Michel Seri a la jambe un petit peu courte pour bloquer la frappe de Diallo, qui est parfaite sous la barre. Au bout de 3 minutes de jeu, le Sénégal plonge les éléphants dans le cauchemar. C'est les démons de la Guinée équatoriale qui ressortent. Et franchement, à partir de ce moment-là, tu te dis, normalement, ça doit dérouler. Je le vois sur le visage des supporters, je le vois sur le visage de Yaya Fofana, le gardien de la Côte d'Ivoire. Sur celui de Sangaré, il y avait une image sur Seko Fana aussi. On les sent complètement démoralisés. Il y avait l'idée d'approcher ce match avec une nouvelle philosophie, un nouvel état d'esprit. Et là, d'un coup, c'est tout le plan qui s'écroule au bout de 3 minutes. C'était l'occasion parfaite pour le Sénégal. Et c'est exactement ce que je pense. En plus, je n'ai pas la préscience totale parce que je voyais ce match, je pensais que le Sénégal allait le faire. C'était le truc de la preview. Mais dès qu'il y a ce but marqué au bout de 3-4 minutes, je me mets dans mes notes. Est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que c'est pas trop tôt? Pour que ce ne soit pas trop tôt, ce but-là, il faut qu'il y en ait un deuxième, il faut qu'il y en ait un troisième. Et en fait, mais ça j'ai l'impression qu'on commence à approcher d'une vérité fondamentale en foot, c'est que les buts qui sont marqués tôt ne te permettent pas de remporter un match. Ils peuvent simplement infléchir la dynamique en ta faveur, mais c'est une dynamique qu'il faut appuyer. Si tu la laisses sans rien faire, si tu dis « Ok, le job est fait et maintenant... » on essaye d'éteindre le match le plus possible, on va se passer cette action dans quelques minutes, mais d'éteindre le match le plus possible, comme j'ai vu Aliou Cissé au bout de 20-25 minutes dire tranquille, on calme, on baisse le tempo, je crois, et pourtant j'ai une grande estime pour Aliou Cissé, je pense que c'est un top coach, mais cette gestion de match à partir du 1-0, pour moi c'est une énorme erreur qu'a commise le Sénégal. Et je pense vraiment qu'il y a un truc en foot, le premier but te donne quasiment jamais la victoire, il te donne simplement les clés pour imprimer ton état d'esprit sur ce match et pour marquer ce match de ton empreinte, pour continuer à mettre la tête sous l'eau de l'adversaire. Le 1-0, c'est le but qui est quand même bon à prendre parce qu'il te permet ensuite, quand tu mets le deuxième, au bout d'un quart d'heure, d'être à 2-0 et là d'avoir quasiment tué le match. Et puis le troisième, et là c'est définitivement mort. Mais ouais, 1-0 en foot, c'est jamais suffisant, c'est pas suffisant sur un huitième de finale. Et ça, bon, peut-être ça aurait pu tourner différemment, mais dès qu'il y a ce but marqué, c'est le truc que je ressens le plus profondément au fond de moi. C'est bien pour le Sénégal, mais c'est bien que s'ils en profitent pour... Et en plus, il y a l'opportunité pour le faire parce qu'on voit que mentalement, les Ivoiriens sont vraiment en perdition. Comme je dis, ça fait ressurgir les démons de la Guinée équatoriale. C'était l'opportunité. Alors après, il y a ce geste de Sadio Mané au bout de 9 minutes de jeu. Il y a la sensation d'avoir sans doute échappé à quelque chose parce que l'arbitrage dans ce match a été mauvais, ça il faut le dire aussi. La semelle, elle est trop appuyée, elle est sur le tibia de Sangaré. Heureusement, il se relève, mais ça aujourd'hui, on le voit dans le foot d'aujourd'hui, c'est rouge 90% du temps, encore plus avec l'arbitrage vidéo. Donc peut-être que le Sénégal se dit, ouf, on l'a échappé belle là-dessus et je sais pas, il y a un petit peu plus de volonté de contrôler le truc. Peut-être c'est un petit peu aussi raccord à la philosophie du Sénégal, qui est une équipe qui réussit en général à imprimer beaucoup de contrôle sur les matchs, surtout avec l'entrejeu Camara, Pape Gueye, Pape Matar Sarr. On l'avait débriefé, on l'avait analysé à quel point ils ont cette capacité à éteindre les parties grâce à une très forte domination dans l'entrejeu, mais c'est mieux de le faire à 2-0. C'est mieux de contrôler le tempo à 3-0, à 1-0, 4 minutes de jeu contre une Côte d'Ivoire qui est aussi friable mentalement et qui est mal dans ses baskets. L'idée, c'est pas de les laisser progressivement revenir dans le match ou de leur donner un espoir. Il fallait les tuer tout de suite et vite et fort. Et il fallait pas se retrouver au bout de 26 minutes de jeu avec seulement un tir. Ce tir-là de l'ouverture du score d'Habib Diallo, 20 minutes plus tard, il n'y a pas eu d'autres tentatives dans le match. Total shots, 1 pour le Sénégal, 0 pour la Côte d'Ivoire, qui a été neutralisée, c'est vrai. Mais ça, j'ai envie de voir cette stat beaucoup plus élevée. En plus, le Sénégal commence à laisser de plus en plus de ballons à la Côte d'Ivoire, 56%. Cette approche, elle était très périlleuse. Et elle a permis à la Côte d'Ivoire, progressivement, petit à petit, de revenir dans ce match. Cette image-là, je l'ai mise parce qu'à la 38e minute, il y a une séquence de 30 à 60 secondes avec une récupération haute entre-temps, où c'est le premier moment presque du tournoi, en tout cas depuis le match d'ouverture, mais en plus ce match il n'avait pas été bon contre la Guinée-Bissau, on l'avait dit à l'époque. C'est presque le premier moment du tournoi où je sens la Côte d'Ivoire trouver un petit peu son groove, trouver un petit peu son flow, trouver un petit peu son énergie,
et des applaudissements qui sortent des tribunes. Parce qu'il y a une séquence de possession avec, comme j'ai dit, la contre-pression et une récupération haute à peu près à la moitié en plus, donc pour recycler, relancer un cycle de possession. Et tu dis, ah ouais, il rentre un petit peu dans ce match progressivement, avec des gars par contre qui descendent jamais trop en dessous, un Seko Fana par exemple, et ça je veux dire dans tous les matchs, même les matchs désastreux, j'ai trouvé que lui, il surnageait, en tout cas mentalement, il était toujours là pour impulser quelque chose, et après il y a eu d'autres très très bons joueurs dans cette partie, notamment là le 4, Jean-Michel Seri qui a été absolument fantastique, mais ouais, laisser cette Côte d'Ivoire retrouver un petit peu de confiance, enchaîner les passes, se mettre au diapason et dans le ton de ce match sans avoir totalement été mis la tête sous l'eau, alors que pourtant tu prends le 1-0 au bout de 4 minutes, bah, c'était la grosse erreur du Sénégal. Pourtant, défensivement, ils sont pas mal, faut le dire. J'ai vu par exemple une partie et à un moment je me dis, ok, bon bah... Le Sénégal, franchement, je trouve l'approche dangereuse, mais il faut dire ce qui est, ça tient. Et la Côte d'Ivoire se crée pas grand-chose non plus, donc peut-être que l'angle, ça va être la très grosse prestation défensive, notamment de Kalidou Koulibaly, que j'ai trouvé pendant un moment immense. Son niveau d'agressivité, il sortait très très haut, il perdait pas un duel. Kalidou, il a été très très costaud pendant longtemps, et je me dis, ouais, peut-être c'est ça en fait. Peut-être le Sénégal peut faire tenir ça pendant 90 minutes, ça me semble dangereux. Mais peut-être qu'Aliou Cissé a ça dans ses cordes et qu'ils ont travaillé ça, et ok. Mais on arrive à la mi-temps à 1-0. Tu sens déjà qu'il y a une petite opportunité qui a été laissée de côté. Alors peut-être que tout change si à la 55e minute, sur cette incursion d'Ismaïla Sarr et cette faute d'Odilon Kossounou, qui est pour le coup pour sa première titularisation là avec la Côte d'Ivoire sur ce tournoi. Moi j'aime beaucoup Kossounou à Leverkusen, j'en ai fait des vidéos. J'ai pas été très fan. Mais au-delà même de cette situation, je trouve qu'il a eu des gestes un petit peu risqués, impulsifs. En première période, il y a un débordement de Sadio Mané qui est permis essentiellement par le fait que lui se jette de manière un petit peu trop naïve. Et là, sur cette action, il est en retard. Il laisse Iso Sarr passer l'épaule devant lui. Et ouais, je crois que c'est penalty. Même si, je veux dire, Ismaïla Sarr, il se laisse un petit peu tomber avant le contact. Si vous voyez l'action la plus fluide possible, avec de vraies images de A à Z, vous voyez que il se laisse un petit peu tomber avant même qu'il y ait ici contact, mais à la fin, Kossounou, il y a du contact en bas, il y a du contact en haut, et il touche pas le ballon, donc il tombe lui aussi en ayant fait tomber à la fin Ismaïla Sarr. Donc je pense que c'était un truc qui était juste bien joué par Ismaïla Sarr, et qui normalement doit faire penalty. Il y a peut-être eu un petit phénomène de compensation avec le rouge que n'a pas pris Sadio Mané. Voilà, ça c'est aussi un des tournants du match, qui a été marqué par la dimension que je souligne un petit peu mentale, d'adaptation, et trop impacté par le game state du Sénégal, un petit peu trop impacté par le score effect, à vraiment reculer et laisser l'initiative du jeu à la Côte d'Ivoire. Il y a cette dimension psycho-tactique entre guillemets, mais après il y a aussi la dimension arbitrale qui a été... C'est un des matchs les moins bien arbitrés de la CAN, qui pour l'instant, pourtant, était à un niveau arbitral assez élevé. Donc ouais, ça c'est une petite déception. Mais derrière, la Côte d'Ivoire, franchement, rentre de plus en plus dans cette partie. 59e minute, il y a cette incursion, il y a l'entrée de Seko Fana. D'ailleurs, bon, lui n'est pas entré en cours de jeu, mais les entrants ont été excellents, on va en parler dans quelques minutes. Edouard Mendy peut jaillir, mais il y a de plus en plus de phases de possession haute. On le voit ici avec la Côte d'Ivoire qui s'installe dans le camp. Il y a Jean-Michel Seri qui est capable sur cette prise de balle et ensuite de se retourner un petit peu contorsionniste pour donner des ballons avec toujours les angles et les orientations de corps, les petits ballons par-dessus la ligne comme celui-ci. C'est finalement, regardez le Sénégal, leur posture, on est sur un 6-4-0 quoi. C'est très très bas. C'est un peu dangereux. Et ce ballon par-dessus de série pour, je crois que c'est Nicolas Pepe qui est entré en cours de jeu. Très très dangereux. Très très dangereux. 72e minute de jeu. Il reste 20 minutes dans le temps réglementaire. Le Sénégal est toujours qu'à 2 tirs cadrés. Alors ouais, ils ont maintenu la Côte d'Ivoire à un seul, mais le volume de possession des Ivoiriens a encore grimpé. Le Sénégal est à 38% du ballon. 227 passes seulement et 2 tirs seulement cadrés, alors que tu en avais cadré un au bout de 3 minutes. Un symbole statistique, un signe d'à quel point le Sénégal aurait dû appuyer plus fort sans doute quand ils avaient l'opportunité de le faire. Parce qu'après, physiquement, ça commence à devenir difficile, parce qu'après, tu as laissé les Ivoiriens revenir dans le match et l'initiative leur appartient. Psychologiquement, ils sont dedans. Et les entrants ont été excellents aussi, il faut souligner les bons choix, les choix judicieux des Faye, et quelque chose qu'on disait en pré-tournoi, la richesse de talent qu'il y a sur ce banc,
aussi côté sénégalais, hein, mais ça a moins payé. Mais côté ivoirien, l'entrée de Sébastien Haller, il a été très bon pour ses premières minutes. Souvenir d'une petite déviation en talonnade, il a pesé sur la défense. L'entrée de Kessié, c'est le tournant du match. Kessié, c'est le tournant du match. 20 secondes après être entré, sur ce coup franc, et Pépé aussi, et sur ce coup franc tapé par Nicolas Pépé, c'est remis dans la boîte, tête de Franck Kessié, elle est cadrée et elle est repoussée par Edouard Mendy, ça revient sur lui, frappe, reprise, et c'est sorti assez miraculeusement là, à nouveau, double arrêt d'Edouard Mendy, ça fait 30 secondes que Kessié est sur le terrain, il a déjà 2 tirs cadrés à son actif. Ça, c'était chaud. Il a impulsé une grande énergie dans ce milieu de terrain et juste beaucoup plus de suppléments offensifs, de mentalité, de caractère. Sur ce ballon long d'Evan Ndika, bon, pour le coup, Kessié n'est pas impliqué, mais il y a aussi l'apport de Nicolas Pépé dans le dos de cette ligne. Sénégal, niveau approche défensive, je ne suis pas certain de ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, mais Pépé est trouvé dans le dos, sa frappe, elle est cadrée, repoussée par Edouard Mendy, ça pousse de plus en plus. Est-ce que ça va craquer? Oui, à la fin, 81e minute de jeu, et j'ai envie de faire remonter l'action jusqu'ici, parce qu'il y a un gars, peut-être qu'on va pas beaucoup en parler, mais Simon Adingra, je l'ai trouvé très percutant. Pour moi, c'était un des joueurs les plus prometteurs de ce pré-tournoi. Honnêtement, si j'avais fait une vidéo 10 jours à suivre, je pense que je l'aurais mis dedans. Et pour l'instant, on l'a très peu, sinon quasiment pas vu. Je crois quelques minutes en toute fin de match contre la Guinée équatoriale de Jean-Louis Gasset, histoire de dire j'ai fait jouer tout le monde, quoi. Mais son entrée en jeu, il y a eu du moins bon, il y a eu du déchet, mais honnêtement, c'est lui qui amène le penalty. Cette action-là, il est sur un duel qui n'est pas facile à aller gagner. Sa prise de balle, longue ligne de touche, en déséquilibre, elle est très bonne. Et il réussit, encore une fois un peu en mode contorsionniste, à donner un ballon très très bon pour Sébastien Haller. Haller, son ouverture est excellente aussi, il faut le dire. Côté opposé, là, pour aller chercher Nicolas Pépé, et Pépé ici. Et il y a un petit peu de réussite dans le fait que Kwame ne touche pas le ballon. Heureusement pour la Côte d'Ivoire, parce que s'il touche le ballon, là, Pépé est hors jeu. Ça n'a pas été beaucoup checké, ça d'ailleurs, sur le VAR. Parce que Pépé derrière, du coup, va éliminer Edouard Mendy et se faire totalement, brutalement faucher. Ok, je pense que cette image, elle parle d'elle-même. Visiblement, pas assez pour l'arbitre qui, initialement, donne un carton jaune pour contestation à Kwame parce qu'il n'accorde pas le penalty. Je suis d'accord, c'est choquant. Il n'y a jamais de... ça n'existe pas s'il n'y a pas un gros contact. Et il va s'en rendre compte en allant checker au moniteur. Mais ici, là, Kwame, heureusement que techniquement... le geste n'est pas parfait parce que s'il la touche, comme j'ai dit, Pépé est hors jeu. Et ça n'a pas été revu du tout par l'arbitrage vidéo, mais en ayant revu moi, genre 5 fois l'action de suite là sur mon moniteur, je crois qu'il la touche pas. Je crois qu'il la touche pas et que c'est clean. Pépé derrière, ouais. Il va aller obtenir le penalty. Il n'y a rien à dire. Il y a grosse faute d'Edouard Mendy. C'est checké, c'est donné. Franck Kessié qui vient d'entrer transforme un partout. Et c'est le premier but marqué par la Côte d'Ivoire depuis le second de Crasso contre la Guinée-Bissau. Ouais, ça faisait longtemps que les gars dans les tribunes attendaient de célébrer. Et c'est chose faite, Kessié, Adingra, décisif sur l'action. Ouais, pas grand chose à dire. Et de plus en plus, on voit le Sénégal tirer la langue. Mentalement, physiquement, les Lions de la Teranga sont un peu dans les cordes. Et l'opportunité de remporter ce match, en vrai, est passée parce que ça va au tir au but. Niakhaté est le seul à rater, il n'y a eu aucun arrêt de gardien sur cette séance. Et d'ailleurs, tant mieux pour la Côte d'Ivoire parce que Yaya Fofana, je ne l'ai pas senti très inspiré, si je dois dire, sur les pénaltys. C'était... ouais, lui est beaucoup plus jeune, beaucoup moins d'expérience qu'Edouard Mendy, qu'on n'a pas arrêté non plus, hein, d'ailleurs, il faut dire. Qui avait une attitude, il cherchait beaucoup à rester au milieu, j'ai l'impression, Edouard Mendy a anticipé le pénalty au milieu et peut-être ensuite réagir. Donc les gardiens ne sont pas particulièrement distingués. Le poteau droit de Yaya Fofana est celui qui fait la différence sur cette tentative de Niakhaté. On voit les réactions de Nico Jackson et d'Ismail Jacobs ici au premier plan. Ouais, c'est Fofana, très heureux. Emers Faye, il était sur... Le niveau de tension là sur la séance, plusieurs fois ça fait des plans sur lui. J'ai l'impression qu'il allait tourner de l'œil. Aurier, son penalty de bonhomme, il n'y a pas grand chose à dire. Captain Aurier, c'est très bon. C'est dévié de la main, mais c'est par Edouard Mendy, mais il est suffisamment haut. Et derrière, Kessié va aller planter son second péno du match sous la barre, bien placé, assez axial. La Côte d'Ivoire se qualifie.
C'est une histoire extraordinaire qui vient de se produire. Il est minuit 51 et j'aurais pas pensé que cette CAN allait nous conduire à des débriefs de minuit 51 en 30 janvier. Mais c'est la réalité qu'on vit. C'est une belle réalité. Bien sûr, j'ai une peine. J'ai envoyé un petit texto avant la séance. J'ai bien sûr une peine pour mon pote Stan. Franchement, son Sénégal, je lui en avais parlé pendant le tournoi. Je trouvais excellent sur la phase de groupe. Je trouvais que c'était vraiment une belle équipe. Peut-être que les bonnes équipes vont jamais au bout en tournoi international. Celle qui impressionne en poule, c'est généralement, souvent, c'est pas leur destinée. Mais ouais, en tout cas, force à lui et force à tous les Sénégalais parce qu'elle doit faire mal celle-là. Et bien sûr, le tournoi des Ivoiriens, on va continuer à le suivre avec beaucoup d'intérêt parce que maintenant, tout ce qui va se passer à partir de maintenant, c'est que de la folie. C'est que de la folie. Et si je me trompe pas, ça va jouer le vainqueur de demain 18h, Mali-Burkina Faso. Il me semble que c'est bien ça. Parce que le Maroc joue le vainqueur. Le Maroc joue donc la Mauritanie s'ils battent l'Afrique du Sud. C'est pas joué du tout d'ailleurs, ça non plus. L'Afrique du Sud, attention. On va avoir une belle journée demain aussi. Celle-ci, elle s'est conclue de manière assez spéciale. J'espère que ce débrief très tardif vous aura plu. Je vous souhaite de passer une bonne nuit si vous faites partie des valeureux qui sont là connectés à 1, 2, 3, 4 heures du matin. Et si votre journée démarre, que vous m'écoutez en vidéo, en podcast, en allant au taf, à l'école, et bah bonne journée, merci d'être présent, ça fait plaisir. Votre soutien sur cette CAN, c'était génial. Et je crois qu'on va passer encore de beaux moments. Même si ça fait un peu de la peine que le tableau se vide progressivement, ouais, mais c'est ça le foot. Il en restera plus que 8 demain soir. Mais 8 belles équipes. Prenez soin de vous les amis, on se dit à très vite. Bisous.